Mais il n'a jamais tiré pour tuer, en tout cas. Il n'a jamais, à chaque fois qu'il y avait des personnes qui étaient donc en hélicoptère, en otage, etc., ça s'est jamais mal fini de ce point de vue-là, en tout cas. Et donc, il est plutôt dans le registre de l'aspect matérialiste, coup d'éclat, adrénaline, comme on l'a déjà dit. Et donc, ce côté défi, de pouvoir vraiment, comme ça, se mettre en confrontation, en quelque part, avec un enjeu. Mais maintenant, là, excusez-moi, l'enjeu n'est plus le même. L'enjeu, évidemment, est de pouvoir s'en sortir. Et si on a des policiers qui lui tirent dessus, ça change complètement la donne, dans l'hypothèse de devoir malheureusement se défendre pour désormais sa vie, sa liberté. Donc je crois malheureusement qu'il serait en capacité, au surplus d'éléments explosifs factices, qui troubleraient un petit peu effectivement la donne dans l'intervention, qui ferait de nous un petit peu diversion. Vous voyez, c'est sa signature pour ça. C'est malheureusement effectivement de riposter. Et ces explosifs factices qui ont donc été retrouvés dans la voiture abandonnée à Sarcelles le 24 juillet. D'autres éléments trouvés également, on l'a dit, des sous-vêtements, des produits d'hygiène dans cette voiture. Écoutez les enseignements qu'en tire Charles Pellegrini. On l'a également entendu tout à l'heure, l'ancien patron de la brigade anti-gang. Pour quelqu'un qui est un grand voyou, se faire repérer bêtement devant une station-service par une patrouille de la BAC et être à deux doigts d'être repris. Tout ça ne plaide pas en faveur du très grand criminel qu'on a décrit au début. Mais je pense qu'il n'est pas aussi puissant, qu'il n'est pas aussi soutenu financièrement, qu'il n'a pas autant de logistique qu'on veut bien le dire. Il faut qu'il se refasse. Et un voyou ne peut pas se refaire autrement qu'en faisant un braquage ou une attaque. Et personnellement, mais encore une fois, c'est une pure intuition, je pense plus à l'attaque d'une cible facile, comme une station-service importante où il peut y avoir de l'argent, qu'un braquage lourd où il faudrait une longue préparation, des reconnaissances, une logistique, que je pense, encore une fois, avec les réserves d'usage, qu'il n'a pas actuellement. C'est à ce type de passage à l'acte qu'on peut s'attendre aujourd'hui de sa part ? Franchement, je ne lis pas dans le marc de café. Je suis dans l'incapacité de vous répondre. Qu'il ait besoin d'argent et que, pour avoir de l'argent, il soit prêt à passer à l'acte sur tel ou tel type de moyen de s'en procurer très vite, soit, comme le disait à l'instant M. Pellegrini, simplement quelque chose d'assez facile ou au contraire quelque chose d'élaboré mais qui impliquerait des moyens en amont. Franchement, je suis dans l'incapacité de vous répondre, vraiment. Il a démontré par son évasion qu'il avait des appuis puissants. Je ne sais pas ce que Charles Pellegrini, où il va chercher le fait qu'il n'ait pas de logistique. Il a une logistique. Envoyer un hélicoptère avec le matériel, réussir en moins de 10 minutes à ouvrir 3 ou 4 portes et sortir le détenu. Il a une logistique, selon toute évidence. Donc, en tout cas, au moment de son évasion. Oui, mais enfin, s'il l'a au moment de son évasion, ça veut dire qu'il est à sa disposition. S'il a besoin, moi, je ne le vois pas en train de braquer un supermarché ou faire la caisse d'un cinéma. Enfin, je pense qu'il faut être sérieux. Ce type est quand même un voyou, il ne faut pas le perdre de vue. C'est un voyou dangereux. On parlait d'armes, il n'a jamais tiré, mais enfin, s'il est en situation de danger, je suis persuadé, je ne lis pas non plus dans le marc de café, mais je suis persuadé qu'il fera usage de son arme pour éviter de se faire 35 ans de prison, parce que c'est de ça dont on parle. Et il a une logistique, pour finir, qui lui permet de faire, peut-être pas un fourgon, mais en tout cas des DAB ou des distributeurs automatiques de billets. C'est tellement vrai ce que vous dites que moi je conteste le fait qu'on dise il n'a pas tiré. Quand la jeune femme policière Aurélie Fouquet a trouvé la mort, c'est bien parce qu'il était, je crois, avec son frère dans un véhicule, d'où son frère tirait. Peut-être était-il au volant, mais ça veut quand même dire qu'il est complètement co-auteur. Il est dans l'action. Il est condamné à 25 ans de prison pour ça. Il n'a pas de sang sur les mains. Bien sûr que si. Et les 25 ans sont parfaitement explicables. D'ailleurs, revenons peut-être... pardon, Laurent Montagne. Oui, moi je voulais quand même revenir sur sa personnalité. Ouais. C'est vrai, et je suis assez d'accord avec M. Pellegrini, ce n'est pas quelqu'un qui apparaît comme un chef de mafia, un parrain. Vous voyez, quelqu'un qui serait vraiment
un personnage monumental, en quelque sorte, vous voyez, un espèce d'ancrage indéboulonnable, avec toute l'autorité qui va avec, et peut-être même le côté un peu fascinant du personnage, qu'on peut imaginer un tant soit peu dans les films. Mais il n'est pas non plus le petit voyou, qui effectivement pourrait, même malin, s'adapter à certaines situations. Il est entre les deux, et je crois surtout que ce qui l'avantage grandement, c'est sa personnalité. Il est vu souvent comme un VRP, c'est-à-dire comme quelqu'un effectivement qui sait se vendre, un peu force de vente, un petit peu convaincant, persuasif, qui va chercher un petit peu, très adaptable aussi par rapport aux situations, aux personnes qu'il peut rencontrer, d'un point de vue relationnel. Donc, quelque part, convaincre n'importe qui presque qu'il pourrait l'utiliser ou y trouver un intérêt pour l'aider, je pense que c'est presque acquis. Maintenant, c'est se dire toute l'artillerie lourde, comme le dit M. Pellegrini, d'une logistique, je dirais, à moyen ou long terme, dans tout ce que ça implique de faux papiers, d'argent nécessaire pour vraiment aller chercher un gros coup encore, même si ça a été très bien dit, il va falloir redonner de l'argent à ceux qui sans doute l'ont fait sortir ou l'ont aidé. Voilà, c'est peut-être là où la dimension, effectivement, la carrure criminelle de ce personnage ne se joue pas tellement dans la force de frappe, mais plutôt dans la personnalité et la logistique, ce qui est différent. Moi je veux bien, mais les derniers qui étaient proches de lui à une époque, juste avant qu'il ne se fasse arrêter, c'est la brise de mer. Ouais, c'est pas tout à fait rien, la brise de mer. C'est les plus gros voyous qu'on ait eu sur l'Hexagone. Donc en termes de logistique, je pense que vraiment, je dis pas que c'est un danger public, mais c'est quelqu'un qui pèse lourd. En tout cas, la dernière fois, cela avait duré 6 semaines. Comme aujourd'hui, où il est toujours en cavale. Comment cela s'était terminé ? On va voir ça, c'était en 2013, fin mai, 6 semaines donc après son évasion de l'île Sequedin. C'est Julien Beaumont qui raconte. Un hôtel qui ne paye pas de mine, dans une zone industrielle en grande banlieue parisienne. Redouane Faïd pensait avoir trouvé la planque idéale, mais au petit matin, chambre 38, la police passe à l'action. À 2h35 du matin, branle-bas de combat, police, police, police. Là, il y avait plusieurs voitures de flics, il y avait des flics partout, encagoulés ou la cagoule relevée. Et puis, garé à côté de la bleue, il y avait la voiture des gars et le service de labo. Fin de règne pour le roi de la cavale. Son point faible, sa famille. Car il a tenté de prendre contact avec ses proches, mais ils étaient sur écoute. Voilà comment il a été localisé ici, hier matin. Aussitôt, les enquêteurs prennent des chambres et placent des micros. Surpris en plein sommeil, Redouane Faïd n'a pas le temps de saisir le pistolet qui se trouve à côté de lui. Dans le lit voisin, un complice de 29 ans est arrêté. Faïd pensait avoir pris toutes les précautions. Il a interdit le ménage, ne prend pas de petit déjeuner et porte perruque et lunettes de soleil. Oui, il était grimé, ce qui permettait de se dissimuler. Donc pour celui qui le connaissait, on arrivait à le reconnaître. Et quelqu'un le croisant dans la rue, non, on n'arrivait pas à reconnaître cet individu. Les policiers saisissent une voiture avec de fausses plaques, mais aussi quelques milliers d'euros. 2000 fonctionnaires étaient activement à ses trousses depuis 6 semaines. Il a sous-estimé les moyens de la police judiciaire aujourd'hui, premièrement. Et deuxièmement, peut-être effectivement qu'il n'avait pas suffisamment d'argent devant lui pour imaginer aller se faire oublier dans je ne sais quel pays d'Amérique du Sud. Triste coïncidence, la cavale de Redouane Faïd s'est arrêtée à quelques mètres de la tombe d'Aurélie Fouquet, jeune policière de 26 ans abattue il y a 3 ans lors de l'attaque de ce fourgon blindé. Le cerveau de cette opération pourrait être Redouane Faïd. Et depuis, il a été condamné pour cette opération justement à 25 ans de prison. Mais quelles sont les failles, les faiblesses de ces personnes en cavale qui mènent à ces arrestations ? Bien, nous venons de l'entendre. Il aurait, a-t-on dit, téléphoné à des proches de sa famille qui eux-mêmes étant sur écoute et avec des moyens, on a maintenant des moyens techniques qui permettent de savoir qui est d'où et quelle borne, bref, de localiser l'origine d'un appel. Donc là, ça aurait été, si j'ai bien entendu, un contact avec sa famille. Et dans ces dossiers, ça peut être quoi ? Un indicateur ? Ça peut être un petit détail qui n'a pas été bien ficelé ? Bien sûr, mais on en parlait tout à l'heure. Je crois que la police judiciaire travaille dans absolument toutes les directions. Il guette la faute. Les proches des proches, les amis des proches, d'une part, les indicateurs d'autre part, qui peuvent être les mêmes, d'ailleurs, à un moment ou à un autre. Il guette la faute.
Comment ? Il guette la faute. La Bien moindre sûr, faute peut un être... comptable. C'est humain lorsque ce type est totalement isolé après 6 semaines de cavale. Il a sa petite amie, il a sa sœur, sa mère, son frère, que sais-je. Quelqu'un qui va lui réchauffer le cœur, comme on dit. C'est humain. Donc, les policiers le savent. Donc, ils mettent l'entourage immédiat, le plus proche, sur écoute téléphonique, et ils attendent que ça vienne. Là, on sait qu'il ne commettra pas la même erreur. Enfin, ou du moins, je l'imagine, parce qu'on le dit intelligent, donc il a compris pourquoi il avait été arrêté la première fois, donc je pense qu'il ne recommettra pas la même erreur. Mais c'est vrai que c'est humain, et ils se font quasiment tous prendre de la même façon. C'est la fibre sentimentale, enfin, c'est ils cherchent la chaleur humaine. Vivre dans une voiture, dans un hôtel, on a vu les images, ça fait pas rêver. À un moment, on a envie de voir sa mère, on a envie de voir sa sœur, sa petite amie. Et il y a eu des éléments matériels, il y a donc cette voiture qui est retrouvée à Sarcelles. Et ce sac à dos aussi, là, on dit que 3 hommes auraient tenté de l'enterrer. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que là, c'est une erreur aussi dans la cavale ? Tout est possible. Mais en tout cas, dans les recherches, au-delà de la téléphonie et tout ce que l'on peut imaginer d'un point de vue plus informatique, il y a sans doute, oui, l'analyse de ces biens. D'où viennent-ils ? Où ont-ils été éventuellement achetés ? Y a-t-il effectivement des traces peut-être d'ADN ou d'empreintes digitales dessus ? Tout je dirais, le classique. On pourra trouver des complicités notamment comme ça. Voilà, c'est ça. Donc le travail des objets, évidemment, de toute trace sur ces objets, de la provenance de ces objets, de la caractérisation ou l'identification même de la marque, du numéro de série, de tout ce qui est en rapport avec ça, sera bien entendu exploité. Il y a eu plein de choses. En réalité, ça a commencé déjà à l'intérieur de la prison. Ils ont perdu un sac en prenant la fuite. Sac qui avait été touché par les complices. Donc on peut imaginer qu'il y a de l'ADN, qu'il y a des empreintes digitales, qu'il y a un certain nombre de traces exploitables. Donc je pense qu'on ne se fait pas d'illusions. Je pense qu'aujourd'hui, les complices sont clairement identifiés par la police. Même s'ils ne disent pas aujourd'hui qu'ils les ont identifiés, je pense qu'ils sont identifiés. Et je pense surtout qu'ils sont eux aussi en cavale. Mais après, ça ne s'arrête pas là. En fait, c'est le petit pousset, cette histoire. Il y a le sac qu'on perd dans la prison. Ensuite, il y a l'hélicoptère qui brûle pas bien, donc qui laisse encore l'identité judiciaire, retrouver un certain nombre de choses. Et ensuite, il y a ce sac enterré, surpris au moment où il était en train d'enterrer ce sac où il y avait la tronçonneuse et une Kalachnikov. Là encore, j'imagine que ces armes ont été touchées par les malfaiteurs, que la tronçonneuse, même si les malfaiteurs avaient des gants au moment de l'action, ils ont dû l'essayer avant, peut-être sans gants, donc peut-être qu'il y a là aussi de l'ADN. Et puis après, il y a une voiture aussi qui a mal brûlé. Enfin, je veux dire qu'à chaque fois, il laisse, et puis la fameuse Laguna où on retrouve toutes ces choses-là. Et c'est pour ça aussi que je trouve quand même un peu embarrassant de parler de quelqu'un qui a une force de frappe et une forte logistique, une forte expérience criminelle en laissant tous ces éléments derrière lui. Ça fait quand même beaucoup de choses derrière lui. Que depuis le sac, effectivement, est indiqué depuis la prison, jusqu'à ce qu'on a retrouvé l'hélicoptère, la voiture, les objets, etc., la vidéosurveillance, on le voit passer. C'est quand même un peu... La vidéosurveillance, il n'a pas le choix. Il est pourchassé par les gendarmes. Là, il fait quelque chose de très intelligent. C'est-à-dire qu'il va se noyer dans la foule du centre commercial. Et c'est le meilleur moyen d'échapper à 2 gendarmes qui vous courent après. Vous vous retrouvez au milieu de 300 personnes. Et il réussit à disparaître comme ça. C'est vrai, mais après, on réfléchira sur la zone. Après, la voiture... Pourquoi il va dans une zone qui ne serait pas vidéosurveillée ? Et ça, peut-être parce que c'est, à ce moment-là, un peu improvisé dans son parcours. Il vient d'échapper à un contrôle de police. Si c'est improvisé, c'est pas organisé. Non, mais ce qui n'était pas prévu, c'était le contrôle de la gendarmerie. Exactement. Voilà. Exactement. Il y a un élément forcément qui ne peut pas envisager. Il y a un élément évidemment très important, c'est sa personnalité. On l'a déjà entreaperçu dans notre long format. Et évidemment, on va revoir ces images. C'était sur LCI il y a 8 ans maintenant, dans cette campagne médiatique de la rédemption, où il le disait, le grand banditisme, c'est fini pour lui. C'était face à Julien Arnaud. Alors, la prison, déjà, c'est un environnement assez destructeur. C'est quelque chose qui fait réfléchir. Ouais. C'est un milieu assez dur. Forcément, quand vous y passez pas mal d'années, ça vous fait réfléchir. Ouais. Donc moi, je m'en suis beaucoup servi. Mais vous savez, avant d'entrer en prison, moi, je voulais déjà arrêter. Ah bon ? Mais j'arrivais pas à me défaire. C'est ça le piège du vol. C'est que tu voles, après tu te mets en cavale parce que tu n'as pas envie de te rendre. Ouais. Ouais. Et tu sais que si tu te rends, tu vas faire pas mal d'années de prison. Donc il y a 2 chemins. C'est soit tu prends une balle, comme sur l'attaque du fourgon blindé, ou soit tu te fais arrêter par la police. Ouais. Moi, je me suis fait arrêter. J'ai pas envie de dire Dieu merci, mais presque. Et puis bon, ça m'a servi un
un petit peu à stopper tout ça, à arrêter tout ça, à réfléchir et puis... et c'est une page qui est définitivement tournée aujourd'hui, ça vous pouvez le jurer, vous ne retomberez jamais. En tout cas, ce que je sais, c'est que mes démons ne sont pas endormis, mais sont complètement morts. Ouais. D'accord. Là, on voit vraiment le manipulateur. Ou alors il a des vérités successives, il est sincère pendant un instant. Tout est possible aussi. Il peut y croire à ce qu'il dit là, que ça y est, c'est fini pour lui. À l'instant où il le dit, je ne sais pas. Il est en train... C'est presque au même moment qu'est organisée l'attaque de fourgon qui va coûter la vie à Oui, Aurélie c'est parallèlement. Donc je ne l'exclus pas, mais je pense qu'il est surtout très heureux d'être là où il est, devant les caméras, interviewé, son éditeur, son livre qui... Voilà, je pense que c'est surtout ça. Et qu'à la limite, peut-être qu'il a dit ce que l'autre avait envie d'entendre. Parce que c'est pas politiquement correct, mais je veux dire, comment imaginer une seconde. C'est vrai que des journalistes se sont posé la question en 2010, ils me l'ont dit. Est-ce que c'est bien qu'on fasse une telle publicité à cet homme-là ? Et donc, lui, quand il répond à cet instant-là, en 2010, en faisant la promotion de son livre, c'est terminé, c'est parce qu'il sent aussi que c'est peut-être la contrepartie qu'il doit apporter à celui qui l'interviewe pour démontrer que tout ça est correct, que tout ça est moral, que ça n'est pas faire l'apologie d'un personnage tout à fait noir et qui risque de récidiver. Donc voilà, manipulation, bonheur, mensonge... Tout est possible. De toute façon, à partir du moment où il était en train de préparer le fameux braquage de Villiers-sur-Marne, on peut imaginer que ça ne se prépare pas en 48 heures, un braquage comme ça. Ça prend des semaines et des semaines. Donc au moment où on voit ces images, il est en pleine préparation de ce braquage auquel on sait qu'il a participé. Donc évidemment, tout ce qu'il raconte n'a aucun sens. En fait, lui n'y croit pas. Enfin, il sait ce qu'il fait. Je veux dire, ou alors il est schizophrène. Enfin, c'est-à-dire, c'est le 20 mai. Enfin, moi, je ne suis pas psychiatre. Non, mais le braquage est du 20 mai. Oui. 20 mai 2010. Oui. Et je ne sais pas à quelle date exacte a eu lieu l'interview que vous venez de passer. Peut-être qu'on pourrait me le dire. Ça serait assez intéressant. Mais c'est vraiment dans les mêmes semaines. Globalement, je pense qu'on peut dire quand même que c'est un individu qui joue sur deux tableaux. Oui. On l'a déjà démontré de nombreuses reprises. C'est quand même un pédigré de voyou qui ment souvent. On n'est pas dans sa tête, il est vrai, on va voir cette réserve-là, mais malgré tout, les faits sont là pour nous montrer que concomitamment, il fait des choses qui nécessitent un haut niveau de préparation. Je pense aussi que c'est une manière, c'est une forme de couverture, en fait. C'est-à-dire, vous savez, comme les espions ont leur couverture, on va dire, voilà, moi je passe devant la télévision en disant je suis pénitent, j'ai la rémission de mes péchés, etc. Je précise que c'est 6 mois après le braquage manqué qu'il est sur LCI sur notre plateau. Oui. Mais 6 mois après. Oui. Donc il sait ce qu'il a fait à ce moment-là. Tout à fait. Et il y a quand même l'idée de sa principale motivation qui est au cœur de ce qu'il a fait, le sens de sa carrière criminelle, qui est l'adrénaline. L'excitation. Et il le dit, je suis accro à l'adrénaline. Voilà. Et alors, on veut dire shooter même carrément donc au braquage. Et ça, malgré peut-être un aspect volontaire qu'on peut peut-être envisager en se disant j'ai tellement vécu des choses terribles en prison, c'était dur, etc. Mais les surveillants vous diront en fait tout le contraire. Il était plutôt de nouveau affable, mais plutôt à l'aise. Il ressortait de cette prison en étant relativement normal, entre guillemets, même si on ne sous-estimera pas ce qu'il a enduré d'un autre côté. Mais voilà, au final, ce qu'il a montré, le sens de sa carrière criminelle, c'est la comédie dans l'excitation, devenue réalité au travers d'un haut niveau de braquage qu'il perpétue par braquage, puis cavale, braquage, puis cavale. C'est vraiment le continuum de ce qu'il est. Juste un mot, on ne peut pas imaginer qu'il soit sur ce plateau en train de dire j'ai fait un braquage il y a 6 mois, c'est clair, évidemment. Une policière a été tuée et tout va bien. Et je regrette. Et je regrette. Mais il n'est pas obligé d'aller se montrer à la télévision. Si, parce qu'il a fait son bouquin, il vient le vendre. Et puis, c'est effectivement ce que disait notre ami criminologue, c'est une couverture. Ce type est un comédien, enfin, c'est un voyou qui a un certain charisme, ça, on ne va pas le lui... De toute façon, voyou, charisme, j'entends bien, oui, mais il faut quand même que je vous dise, pour avoir été... présidente d'une chambre correctionnelle longtemps et présidente de cour d'assises aussi, si vraiment il y a un endroit
où on entend le maximum de mensonges proférés en vous regardant dans les yeux et en vous affirmant que c'est une manœuvre policière ou que c'est un complot familial, qu'il s'agisse d'ailleurs de grand banditisme, de drogue ou de viol ou d'inceste. Mais je n'ai jamais entendu autant de mensonges droit dans les yeux que dans les salles d'audience. Jamais. Ils ont le droit de mentir. Ah, non seulement ils ont le droit de mentir, mais maintenant ils ont le droit de dire « je ne vous parlerai même pas ». Encore donc beaucoup de questions, beaucoup de zones d'ombre qu'on se pose, en tout cas pendant cette cavale qui dure depuis 6 semaines maintenant. Merci beaucoup d'avoir soulevé ces questions, répondu à certaines d'entre elles. Michel Bernard Requin, Laurent Montet et Michel Marie, merci d'avoir été avec nous sur les traces de l'insaisissable Redouane Faïd. Restez avec nous, l'information continue sur LCI.